La famille ne dormait pas, ne dormait pas. Beaucoup de prières au peuple nigérien. Coup d'État au Niger. La libération de Mohamed Bazoum. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Le Parlement européen qui se réunit pour exiger avec des menaces la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. L'Union européenne, là même, pour qui vous vous prenez même? Pour qui vous vous prenez? Nous, les peuples de l'AES et les soutiens de l'AES, nous n'allons pas vous écouter aujourd'hui. Je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. L'heure est grave au Niger. Une nouvelle tension diplomatique secoue la région du Sahel. L'Union européenne hausse le ton et exige la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum, considéré par de nombreux observateurs comme un dirigeant proche des intérêts occidentaux, notamment de la France. Cette pression de l'Union européenne intervient dans un contexte explosif où l'influence occidentale s'est déjà effondrée dans plusieurs pays du Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Pour de nombreux analystes, cette exigence ressemble à une tentative à peine voilée de reprendre pied dans une région qui a clairement affiché sa volonté de rompre avec certaines puissances étrangères. Dans les cercles politiques et diplomatiques, certains voient dans cette demande une stratégie de retour par la porte nigérienne, en utilisant la question de Mohamed Bazoum comme levier politique. Mais cette démarche ne passe pas inaperçue. Elle ravive les tensions au sein de l'Alliance des États du Sahel, où les autorités actuelles dénoncent déjà toute forme de pression extérieure. Au sein de la diaspora africaine et des observateurs politiques, les réactions sont vives. Beaucoup dénoncent ce qu'ils considèrent comme une ingérence flagrante dans les affaires internes du Niger. Pour eux, cette prise de position de l'Union européenne ravive un vieux débat, celui de la souveraineté des nations africaines face aux intérêts géopolitiques occidentaux. Dans ce climat tendu, une question brûle désormais toutes les lèvres. Cette pression internationale fera-t-elle plier les nouvelles autorités nigériennes, ou au contraire renforcera-t-elle la détermination des pays du Sahel à défendre leur indépendance politique face aux grandes puissances? Le Parlement européen qui se réunit pour exiger avec des menaces la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum, leur élève. Ce même Parlement européen qui a oublié que Nicolas Maduro, président démocratiquement élu, si on veut aller dans les contextes, comme ils disent que Bazoum a été démocratiquement élu, nous allons les rappeler que Nicolas Maduro est aussi démocratiquement élu. Vous avez fermé les yeux. Pourquoi vous ne demandez pas, vous n'exigez pas à Donald Trump de libérer le président Nicolas Maduro? L'ex-président de la Côte d'Ivoire, Papa Laurent Gbagbo, a fait 9 ans à la CPI. Pourquoi vous n'avez pas exigé sa libération? L'AES, derrière cette sortie, ce qui se cache en réalité, il y a quelque chose qui se cache derrière cette sortie. Il faut rester sur votre garde. Il faut multiplier la vigilance. Ce qui intéresse l'Union européenne, c'est l'uranium. C'est les ressources du Sahel. On a fini par le comprendre. Ce n'est plus nouveau. Et vous n'allez rien changer. Parce qu'en face d'appliquer votre politique de 2 poids 2 mesures, même le dernier Africain, le plus mouton, a fini par comprendre ce qui intéresse l'Union européenne. C'est parce que Bazoum est votre élève. Il était là pour vous servir et non servir le peuple nigérien. C'est pour ça que vous voulez faire tout pour le libérer. Je rappelle que vous avez essayé de le faire évader. Pourquoi essayer de faire évader quelqu'un qui est innocent? Point d'interrogation. Quand tu n'as pas d'amis dans le monde là, et que tu as une diarrhée, il faut te débrouiller pour la libérer là où tu es. Personne ne va t'ouvrir son WC. Donc, c'est urgent pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez 3000 milliards d'euros de dettes. Vous ne savez pas où trouver cet argent. Le Niger a fermé les robinets. Le Mali a fermé les robinets. Le Burkina Faso a fermé les robinets. Et bientôt, on va fermer le gros robinet par lequel vous nous avez volé depuis pratiquement 1945, le franc CFA. Donc, en fait, l'urgence, c'est que vous cherchez un endroit pour combler votre déficit budgétaire. En Afrique, on dit non, c'est bon, ça suffit. À Kolila, comme on dit en Bassa, à Kolila, c'est trop, vous avez assez volé, les gars. Donc, maintenant, vous avez une urgence. Les prix à la pompe grimpent. Les coupures de courant se multiplient, les délestages se multiplient. L'absence de budget est là.
la note de crédit de la France dégringole. C'est ça votre urgence. C'est pas Bazoum. Bazoum peut crever, vous vous en fichez complètement de Bazoum. Si vous aimiez Bazoum, ben, les 1500 militaires français qui étaient à la base 101 de Niamey auraient sacrifié leur vie pour le libérer. Oui, c'est ça l'amour. Hein? Mais pourquoi ils ont décampé? Parce qu'il valait mieux qu'ils vivassent. Il aurait mieux valu qu'ils vivassent que de mourir pour Bazoum, dont ils savent que c'était un valet. Oui, il y avait quand même 1500 soldats français environ en Niamey. Quand l'ordre leur a été donné de monter leur nuque, ils n'ont pas cherché Bazoum. Ils ont tenté de chercher Bazoum, hein. Ils ont tenté des opérations un peu incongrues, et des opérations à la Bob de Nard, des opérations style 20e siècle, années 60-50. Le général Tiani et ses compagnons ont neutralisé tout ça. Moi, j'ai visité la célèbre base 101 qui jouxte l'aéroport de Niamey. Et j'ai vu l'emplacement où les soldats français étaient logés. En écoutant les responsables du pays, j'ai compris qu'ils étaient encerclés en fait. En fait, les soldats français étaient encerclés à Niamey. Il était impossible pour eux d'envisager une action militaire sans se suicider. Donc quand le couloir leur a été donné pour sortir, ils sont sortis à la queue leu-leu, sagement. Parce que l'armée nigérienne, l'armée nigérienne que vous voyez là, ce n'est pas les enfants de cœur. Hein. Moi, je les appelle des coupeurs de pines. Hein. Quand Alassane Dramane Ouattara a fait le fou, il a dit qu'il allait envoyer 850 militaires à 1100 militaires pour attaquer le Niger. Mais il y a des militaires nigériens qui ont supplié le président Tiani de laisser les 850 là venir. Laissez-les venir. Avec un projet tout simple. Hein. Circoncision à zéro. Mais à zéro, c'est-à-dire qu'on a enlevé le prépuce, vous n'avez pas compris. On enlève tout. On laisse les noyaux, vous rentrez avec. Oui! Quand vous voyez les petits enfants dans les rues de Côte d'Ivoire, là, en train de courir, quand le coupeur de pin passe dans les années 80-90, on l'appelle Atike. Mais le coupeur de pin, là, en Afrique de l'Ouest, c'est souvent un Nigérien. Hein. Est-ce que le Niger est un pays de l'Union européenne? Est-ce que le Niger est membre de l'Union européenne? Dites-moi franchement, est-ce qu'il y a déjà eu une réunion en Afrique? Réunion même à la CEDEAO, réunion à l'Union africaine, réunion à la CEMAC, réunion à la CEAC ou à la SADC pour demander à un pays européen de libérer un Européen qui a des problèmes avec l'Europe? Il y a déjà eu une réunion comme ça? Jamais. Ça, c'est le commencement du racisme blanc, le plus abject, que nous, Africains, n'accepterons jamais plus. Ce monsieur Gomar n'a rien à dire sur le Niger. Surtout pas dans une enceinte qui représente les États européens. Parce que le Niger n'est pas membre de l'Union européenne. Et l'Union européenne n'est pas membre de l'État nigérien. Donc déjà même sa prise de parole est une incongruité. Déjà il n'avait rien à dire. Gomar devait être gommé. Bon, laissons-le continuer à éructer. Il appelle le régime nigérien la junte, oubliant que c'est une junte qui a fondé la 5e République française. De Gaulle est un chef de junte. Et Macron, qui aujourd'hui n'est même pas détenteur d'une majorité à l'Assemblée nationale française, qu'est-ce qu'il est? Il est un chef de junte. Abdourahmane Tiani, lui au moins, a tenu les états généraux de la nation nigérienne, les états généraux de la refondation du Niger, et a reçu le satisfecit de sa nation pour la gouverner. Il est le président de la République du Niger. Et il n'y a pas que la méthode française, où c'est le ministre de l'Intérieur qui dit à qui a gagné les élections, qui soit la plus sûre pour montrer qu'un chef d'État est représentatif de sa nation. L'écrasante majorité des Nigériens aime Abdourahmane Tiani et applaudit son régime. Et le point de vue de Gomar doit être gommé. Gommé pour toujours dans les affaires nigériennes. Gomar n'a rien à dire dans les affaires nigériennes. Dans les affaires nigériennes, Gomar est tout simplement, en réalité, dans un cauchemar. Continuez. Privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. Mais écoutez, monsieur Gomar, il est privé de téléphone au Niger. Est-ce qu'il est privé de téléphone en France? Est-ce qu'il est à la prison de la santé? Il est au Niger. C'est le Niger qui l'a privé de téléphone. Le problème dedans, c'est quoi? Les prisonniers qui sont en France et qui sont privés de téléphone, est-ce que le Niger se mêle de vous dire de leur donner leur téléphone? Monsieur Gomar, mais vraiment, vous avez une vraie tête de homard. Bon à croquer. Continuez à dire des conneries. L'Afrique saura que nous n'accepterons plus jamais rien. Plus jamais rien de ces gens qui nous manquent de respect. Continuez, Gomar. Vous serez gommé. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup. On dirait que c'est même pas pour les Nigériens qu'il parle. Il parle surtout pour les néocolonialistes français qui, à partir de là, ont perdu l'occasion de voler l'uranium, de voler le pétrole
de voler l'or, de voler les richesses du Niger. Il est en train de compter 950 jours sans pillage, sans pillage et honteux du Niger. Ça faisait quand même plusieurs décennies que les multinationales françaises pillaient le Niger, semaient un écocide pas possible au Niger. Et au lieu de donner l'impression qu'il pleure Bazoum, il est en train de pleurer les richesses volées. Les richesses volées du Niger, c'est ça qu'il compte. Continuez, monsieur Gomard, nous allons vous gommer. 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que... Ce n'est pas injustifié. Je viens de donner les 3 raisons pour lesquelles il a été arrêté. Première raison, c'est un président illégitime, c'est un fraudeur. Il a chassé tous les opposants avant de dire que lui, il a gagné. D'abord, on ne devait même pas l'appeler président. Bon. Deuxième raison, ce monsieur-là, il s'est associé aux terroristes. Il est coupable de haute trahison contre le Niger. Il ne peut pas s'en sortir sans la perpétuité. Troisième raison, il s'est associé à la puissance voleuse, à la puissance pilleuse, à la puissance criminelle depuis plusieurs décennies et même siècles au Niger. La puissance qui a envoyé la mission Voulet Chanoine pour massacrer les Nigériens. Lui, il les a applaudis. La France ne gagne rien dans ses échanges avec le Niger. Vous savez, c'est même la France qui perd beaucoup d'argent à travers l'aide au développement. Vous savez, la route entre Digmi et Maradi, c'est la France. La route entre machin et machin. Ce monsieur-là, il a trahi le Niger. Arrêtez de dire qu'il est innocent. C'est un criminel de haut vol. Tous les militaires nigériens qui ont été tués par ses amis terroristes, les familles doivent demander à Bazoum de les ressusciter. Oui! Toutes les richesses nigériennes qui ont été volées pendant que Bazoum était président, le peuple nigérien doit lui dire Hankap, comme on dit chez moi, en pays bamileke. Hankap a fait un cap à bas très sérieux. Hankap, tous les dictateurs africains qui ont contribué au pillage de l'Afrique, il faut qu'un jour l'Afrique leur dise Hankap, Hankap, Hankap a fait un cap à bas très sérieux. L'affaire d'argent est très sérieuse parce que c'est avec l'argent que les gens vivent. Bazoum doit payer. Troisièmement, il s'est associé à la puissance criminelle. C'est la puissance négrière, c'est la puissance coloniale, c'est la puissance néocoloniale. On ne veut plus voir un seul de ces soldats sur le sol africain pour tous les crimes qu'elle a commis. Ça fait quand même 3 raisons suffisantes pour qu'on tienne ce monsieur. Arrêtez de pleurer sur des chaumières pour quelqu'un qui a fait le plus grand mal à son pays et qui a été au contraire mis dans les conditions idoines pour vivre jusqu'à la fin de ses jours sans avoir faim. Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi s'inscrivent dans une lecture très critique de la crise autour de Mohamed Bazoum et des pressions exercées par le Parlement européen et l'Union européenne. Pour comprendre ce discours, il faut analyser le contexte géopolitique du Sahel et la rupture brutale entre le Niger et ses anciens partenaires occidentaux après l'arrivée au pouvoir du général Abdourahmane Tiani. D'abord, l'intervention du Parlement européen exigeant la libération de Bazoum s'inscrit officiellement dans la défense de l'ordre constitutionnel et des principes démocratiques. Après le renversement du président nigérien en juillet 2023, les institutions européennes ont condamné le coup d'État et exigé sa libération ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, dans la lecture proposée par Franklin Nyamsi et par une partie de l'opinion panafricaniste, cette pression internationale est interprétée autrement. Selon cette analyse, l'affaire Bazoum ne serait pas seulement une question de démocratie, mais surtout une bataille stratégique autour des ressources naturelles du Sahel, notamment l'uranium nigérien, essentiel pour l'industrie énergétique occidentale. Le Niger possède en effet l'une des réserves d'uranium les plus importantes d'Afrique et a longtemps été un fournisseur stratégique pour les entreprises liées au nucléaire européen. Dans ce contexte, l'insistance de l'Union européenne sur la libération de Bazoum est perçue par certains comme la défense d'un système d'influence politique et économique construit pendant plusieurs décennies. Pour les partisans de cette thèse, l'ancien président représentait un partenaire fiable pour les intérêts occidentaux dans la région. La chute de son régime a donc bouleversé un équilibre géopolitique qui permettait à plusieurs puissances d'avoir un accès privilégié aux ressources minières du Niger, et plus largement, du Sahel. Le discours de Nyamsi met également en lumière ce qu'il qualifie de « deux poids, deux mesures » dans la politique internationale. Il souligne que certaines puissances occidentales exigent la libération de Bazoum au nom de la démocratie, alors que dans d'autres situations comparables, selon ses partisans, les mêmes institutions n'ont pas montré la même fermeté. Cette critique vise à dénoncer ce qui est perçu comme une instrumentalisation sélective des principes démocratiques lorsque des intérêts stratégiques sont en jeu. Un autre aspect central du commentaire concerne l'échec progressif de l'influence française et européenne dans le Sahel. Depuis quelques années, plusieurs pays de la région, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont remis en cause la présence militaire et politique occidentale. Ces États se sont rapprochés dans une alliance sécuritaire appelée Alliance des États du Sahel,
qui se présente comme un projet de souveraineté régionale face aux ingérences extérieures. Dans cette dynamique, l'arrivée au pouvoir du général Tiani marque un tournant stratégique pour le Niger. Les nouvelles autorités ont engagé une politique de rupture avec certaines coopérations militaires occidentales et ont affirmé vouloir renégocier plusieurs accords hérités du passé. Pour leurs partisans, cette orientation représente une tentative de reprendre le contrôle des ressources nationales et de redéfinir les partenariats internationaux sur des bases jugées plus équilibrées. Ainsi, dans la lecture défendue par Franklin Nyamsi, l'affaire Bazoum dépasse largement la question personnelle d'un ancien chef d'État détenu. Elle symboliserait une lutte d'influence entre deux visions du futur africain. D'un côté, un système international dans lequel certaines puissances cherchent à maintenir leur influence stratégique sur les ressources du continent. De l'autre, une dynamique de souveraineté portée par plusieurs régimes sahéliens qui souhaitent redéfinir les règles du jeu politique et économique. Dans cette perspective, la crise actuelle autour du Niger apparaît comme un moment charnière dans l'évolution géopolitique du Sahel. Elle illustre les tensions entre les anciennes puissances d'influence et les nouvelles autorités africaines qui revendiquent un contrôle plus affirmé de leurs richesses naturelles et de leur destin politique. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.